Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec François Denis, l'auteur du livre Immo Bitcoin et du blog Riche à 30 ans. Alors Yes. avant de rentrer dans le détail de cette interview, peut-être que tu peux te présenter. Oui, merci à toi Alex pour l'invitation. Alors, je suis François Denis, j'ai 28 ans. Je suis fondateur donc, de la société FD Conseil qui est du conseil en finance et économie et fondateur du site riche30ans.com. Donc je suis serial investisseur, j'ai investi un peu sur plein de choses, en immobilier, en bourse et notamment en crypto-monnaie. Il y a pas mal de personnes qui me connaissent sur les crypto-actifs sur le web. Voilà. Super, alors moi je tenais surtout à te rencontrer pour parler de l'impact de la blockchain sur le monde du travail, vu que Niveau Sup est surtout axé orientation. Ouais. Et du coup peut-être que pour les parents et les étudiants qui nous regardent, tu peux peut-être décrire avec tes mots qu'est-ce que la blockchain pour déjà comprendre ce que c'est pour les personnes qui n'en ont jamais entendu parler. Alors oui, il y a plein de choses à dire, il faudrait une émission de 3 heures. Alors la blockchain, c'est un protocole informatique, déjà, il faut le souligner. C'est un peu l'évolution d'Internet, c'est comme ça que j'essaie de l'expliquer à des gens qui ne connaissent rien. Donc c'est un protocole informatique qui est basé en fait sur plusieurs points fondamentaux, et notamment le fait qu'il n'y ait pas d'intermédiaire, donc le fait que ce soit tous les utilisateurs qui fassent le réseau, qui fassent la blockchain. Alors il y a plusieurs blockchains, hein, des blockchains privées, il y a des blockchains publiques. Le fait que ça soit totalement sécurisé, ça c'est un point aussi fondamental dans le sens où il n'y a pas une personne qui maîtrise une chose comme on pourrait avoir un gouvernement ou comme on pourrait l'avoir un État. Là c'est l'ensemble des utilisateurs qui font le réseau. Donc c'est ultra sécurisé, il n'y a pas d'intermédiaire, donc on réduit les coûts, on réduit les frais, on rajoute de la rapidité et également le fait que ça soit une traçabilité, ça c'est le troisième point, une traçabilité totale. C'est-à-dire quand une chose est inscrite sur la blockchain, il faut voir ça comme un grand registre, comme un grand livre. Quand quelque chose est indiqué, une information est sur la blockchain, elle est pour toujours et on peut pas l'enlever, on ne peut pas la modifier. Et donc ça aussi, ça rajoute de la sécurité. Et en fait, c'est faisable pour tous les domaines. C'est faisable pour évidemment l'économie, c'est faisable pour des diplômes par exemple qui seraient sur la blockchain. Surtout tout ce qui peut avoir une bonne idée qui est potentiellement intéressant pour les gens, on l'indique sur la blockchain et c'est sécurisé, tout le monde peut y avoir accès. Encore une fois, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc ça aussi, c'est super important. C'est surtout sur le côté il n'y a pas d'intermédiaire que je voulais revenir. Parce que dans ton livre, Ouais. tu nous parles de vraiment plein de choses, de plein de domaines qui vont être impactés et révolutionnés plus ou Ouais. moins par la blockchain. Et moi, je voulais surtout m'axer sur le côté désintermédiation. Ouais. Savoir, avec tes mots, toi, qu'est-ce que ça signifie et quel va être l'impact du coup sur le monde du travail et les professions d'aujourd'hui. Ouais, alors par exemple, le livre, j'ai utilisé le domaine de l'immobilier. C'est aussi un domaine qui me passionne et je suis investisseur immobilier, donc j'ai utilisé la blockchain qui va bouleverser le marché immobilier. Mais après, comme tu le dis, dans le marché du travail, la façon dont les gens ont des connexions, dans la façon dont les gens ont des liens, et évidemment, le monde du travail, ça va être ultra impactant. C'est-à-dire que forcément, vu qu'il n'y a plus d'intermédiaires, il y a des métiers qui vont potentiellement disparaître. Des métiers qui sont là justement pour faire le lien. Il y a le comptable, ainsi de suite, mais on peut penser aussi dans les ressources humaines, par exemple. On peut penser à tout ce qui est là et qui sert en fait de vérification entre une personne et une autre, entre un acheteur et un vendeur, entre une personne de confiance et une autre qui veulent faire une transaction. Donc effectivement, on pourrait imaginer plein de choses, mais que ça soit dans l'éducation, que ça soit dans le monde du travail, dans le business, en fait, ce qui a le plus de valeur dans le monde d'aujourd'hui, c'est la confiance. C'est important de comprendre ça parce qu'aujourd'hui, si moi je fais confiance à une autre personne, dans ce cas, je peux faire une transaction avec elle. Mais si j'ai pas confiance avec elle, il n'y a pas de transaction. Et donc forcément, on perd de l'argent, on perd plein de choses, on perd de l'énergie, du temps. Et la blockchain, elle va arriver, elle va être entre les deux. Il n'y aura plus d'intermédiaire. Et forcément, on va avoir confiance. Donc les transactions, les connexions, les liens vont être facilités et les intermédiaires vont être tués, tout simplement. C'est aussi l'ancien titre du C'est livre ça. de François qui s'appelait L'heure Ouais, de c'était tuer les intermédiaires. la première édition du bouquin, c'était l'heure de tuer les intermédiaires. Et après, pour le donner plus accès au grand public, on a changé le titre. Mais effectivement, c'était ça le premier titre. Mais justement, du coup, il y a un petit côté qui peut être inquiétant, parce qu'il y a quand même pas mal de métiers. Moi, je pense aux notaires, je pense aux Le notaire. banquiers, Ouais. enfin, tiers de confiance, même un courtier, en fait, au final, il y a beaucoup de métiers qui sont impactés. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont vraiment disparaître, qu'ils vont évoluer? Alors oui et non. Alors déjà,
quand on dit certains vont disparaître, c'est vrai, ça va pas être demain. Ça va être une évolution, encore une fois, comme Internet. Internet, en fait, ça date des années 90. Pourtant, le grand public l'a seulement eu connaissance à partir des années 2000 et c'est devenu une habitude seulement à partir, on va dire, de 2010, ce qui est vrai. Donc ça va peut-être mettre 5 ans, 10 ans pour que ça devienne normal pour le grand public. Mais oui, tu as parlé du banquier dans le domaine financier, le notaire, vraiment un métier en fait où on n'a pas forcément de service ou d'accompagnement peut être complètement innihilé. C'est-à-dire que par exemple un comptable où 90% de son temps c'est des choses qui ont déjà été faites, hein. C'est remplir des papiers, ça va être de la répétition et seulement on va dire 10% de son métier ça va être du vrai conseil. La partie là, où le côté humain ou le vrai conseil, normalement ne devrait pas disparaître. Sauf que si tu as 90% de l'activité qui disparaît, tu as aussi 90% normalement du métier qui va disparaître. Après, ça ne veut pas dire que ça va supprimer des emplois, ça va en recréer ailleurs. Ça, c'est important aussi de le dire, parce que souvent, quand on voit une innovation, on voit de suite ce qui va disparaître, ce qui va être supprimé en termes de job, mais on ne voit pas ce qui est recréé derrière. Donc, il y a quand même une balance qui se fait. Après, oui, du moment, si c'est purement de la logistique, purement des choses qui ont déjà été faites, je pense aussi à tout ce qui est par exemple les juges. Dans les juges, il y a quasiment tout leur métier, c'est ce qu'on appelle la jurisprudence. Aller voir ce qui a déjà été fait et l'appliquer pour un nouveau cas. Et ça, si on met toute la jurisprudence sur la blockchain, au lieu de faire appel à des avocats ou à des juges, on n'a plus besoin d'eux en fait. Parce que c'est déjà sur la blockchain, il suffit d'aller voir ce qui a déjà été fait. Il y aurait juste besoin d'eux dans un cas nouveau en fait. Où là, on aura besoin d'expertise, on aura besoin de conseils. C'est tout. Donc ça veut dire, moi, imaginons je suis étudiant là, ouais. Et je me dis, je vais faire des études de droit pour devenir avocat. Est-ce que c'est sur le long terme? Parce que tu parles de 5 à 10 ans, donc c'est un petit côté effrayant. C'est un bon choix ou pas de diriger vers ça du coup? Après, je vais pas dire à quelqu'un arrête d'être avocat et deviens ingénieur blockchain. Ça n'a pas de sens. C'est pas du tout la même chose. Mais effectivement, à court terme, ça devrait aller. Mais quand on voit qu'il y a certains pays qui sont déjà beaucoup plus avancés que la France, des petits pays qui justement, parce qu'ils sont petits, mettent plus de choses et plus facilement, rapidement, et sans les difficultés qu'on a par exemple dans l'administratif français, ça c'est sûr. Mais par exemple, quand on voit que l'Estonie ont mis tout leur administratif sur la blockchain, ont mis tout le système immobilier sur la blockchain, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'intermédiaire. Il n'y a plus ce qu'on a, la CAF, il n'y a plus Pôle emploi, il n'y a plus machin. On a besoin d'un papier, c'est directement sur la blockchain, donc il n'y a plus d'intermédiaire, c'est plus rapide, il n'y a plus de frais, on gagne du temps. L'immobilier est pareil, il n'y a plus de notaire. Une transaction, ça ne se fait pas en 6 mois, là-bas, ça se fait en 2 heures. Et ça se fait pour quelques euros. Il n'y a plus de payer 7-8% de frais de notaire. Hein. Donc c'est vraiment impactant. Et quand on voit qu'il y a déjà des choses comme ça qui sont faites en Estonie, en Europe, hein, c'est en Europe pour le coup. Est-ce que ça veut dire que par exemple tu vas en Estonie, il n'y a pas d'agent immobilier et il n'y a pas de notaire? Ou il y a quand même cette profession? Le marché IMO du coup est réduit. Parce que oui, effectivement, quand tu n'as plus besoin de notaire indirectement, les acteurs du marché immobilier, il y en a moins. Alors, on aura peut-être toujours besoin de chasseurs immobiliers ou d'agents immobiliers. Mais on peut très bien imaginer un monde, on va dire dans 20 ans, où là pour le coup, on va se dire que pour le grand public et pour les professionnels, que c'est bien en place. Là intrinsèquement on n'aura peut-être même plus besoin des agents immobiliers. Donc oui, réfléchissez bien. Ou alors, si vraiment, ça peut être un conseil pertinent, si vraiment votre métier, votre activité vous tient à cœur, tournez-vous plus vers le côté conseil, le côté expertise, le côté, si vous voulez être comptable, allez plus vers l'expert comptable que le comptable qui va juste mettre des chiffres sur ça sert plus à rien. Vraiment le côté accompagnement du coup. Le côté accompagnement, comme demain on aura toujours besoin de jardinier par exemple. Le jardinier ne sera jamais supprimé parce qu'on a toujours besoin de jardinier. On aura toujours besoin de sage-femme. Voilà. Pourtant, de base, c'est pas un métier qui est ultra reconnu d'être jardinier. Pourtant, il a quand même beaucoup moins de chances d'être remplacé par la blockchain parce qu'il n'y a pas de logistique, d'automatisation que pour être remplacé par la blockchain. Donc oui, recherchez vraiment là où vous apportez de l'expertise et où là vous avez un lien humain que ne pourra pas remplacer l'automatisation de la blockchain. Moi j'aime bien dire, juste pour rebondir, qu'il y a un côté du coup opportunité quand on accompagne le changement.
et qui a un côté un petit peu plus négatif quand on regarde le train passer et qu'on subit tout ça. Et du coup, il y a un petit côté effrayant dans ce côté-là, mais est-ce qu'il y a quand même un côté opportunité si justement j'accompagne la blockchain et cette innovation? Ah oui, alors sans rentrer dans un grand débat, c'est un peu l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'une chose peut très bien être ultra optimiste pour quelqu'un et très négatif pour quelqu'un d'autre. En fait, c'est la façon de voir la chose. Voilà, comme je sais pas, une crise pour certaines personnes, c'est génial, c'est super, on va pouvoir replacer notre argent ailleurs, on va pouvoir construire quelque chose de nouveau. Et pour d'autres personnes, c'est quelque chose d'horrible. Pourtant, c'est la même crise. Là, c'est la même chose. Tu auras toujours des personnes qui seront anti-innovation, anti-technologie, pourtant on ne peut pas l'arrêter. Et à l'inverse, des personnes qui vont l'embrasser, qui vont le développer et qui vont vraiment l'utiliser pour améliorer déjà leur activité. On ne parle pas de réinventer la roue, hein. On parle de l'utiliser, un nouvel outil. Et parce que clairement, pour conclure sur la question là, on ne peut pas désinventer une technologie comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une maxime que je dis souvent, qui n'est pas de moi, mais on ne peut pas transformer une omelette en œuf. C'est-à-dire qu'au moment, voilà, on ne peut pas revenir en arrière. Et une technologie comme ça, même si vous ne la maîtrisez pas encore, vous ne maîtrisez pas encore tous les tenants et les aboutissants, on ne peut pas la désinventer. On va dire non, on arrête tout. Voilà, c'est comme Internet. Au début, on disait non, mais Internet, ça ne marchera pas. Il n'y aura que 10 ordinateurs dans la planète. Ça ne servira à rien. C'est la même chose. Même si vous ne voulez pas l'utiliser, renseignez-vous dessus. Vous serez impacté d'une façon ou d'une autre. Que ce soit pour acheter votre maison, votre métier, pour vos enfants, vous serez impacté. Ça, c'est sûr. Ok, donc là on a vu quelques métiers, enfin tout ce qui est intermédiaire du coup. Ouais. C'était surtout l'idée de... C'est pour ça que je voulais te rencontrer aujourd'hui, pour vraiment montrer qu'il y a des métiers qui vont évoluer, voire même disparaître sur le long terme. Et le long terme, tu parles de 5 à 10 ans. Ouais, je vois pas, j'appelle ça pas ça vraiment le long terme. Mais du coup, toi avec ton regard un petit peu d'entrepreneur et d'investisseur, est-ce que tu pourrais déjà donner quelques conseils ou ta vision sur les métiers qui risquent d'évoluer? Imaginons, moi je suis étudiant. Alors on sait qu'un maternel, je sais que tu viens d'avoir un enfant, oui. Quand tu vas rentrer en maternelle, on dit que 60% des métiers qu'il va occuper demain n'ont pas encore été créés. Est-ce que tu penses déjà avoir une petite idée des métiers qui vont émerger et des marchés qui sont plus ou moins porteurs? Déjà à très très court terme, parce que de base j'ai un profil ingénieur, ça, on ne l'a pas mentionné mais j'ai 2 diplômes d'ingénieur. Quand on regarde vraiment à très court terme, c'est alors que là les ingénieurs qui peuvent coder sur la blockchain, les développeurs blockchain, il y a une demande mais extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils sont payés 2 fois plus que n'importe quel développeur. Pourtant voilà, le grand public ne le voit peut-être pas, déjà ils ne connaissent pas le mot blockchain, ils ne savent pas ce que c'est un cryptoactif. Pourtant, un ingénieur qui est capable par exemple de créer sur l'Ethereum, sur la blockchain Ethereum, c'est un nouveau métier techniquement. Et c'est demandé partout dans le monde. C'est demandé dans les grandes entreprises, dans les techs, dans n'importe où. Et donc voilà, ça c'est à court terme, ça c'est sûr que c'est déjà demandé en fait. Après pour les autres métiers, voilà, le but c'est pas de savoir où exactement et quand ça va arriver, mais effectivement, il y a des métiers qui vont disparaître, il y a des métiers qui vont être bouleversés, qui vont être changés, et il y a des nouveaux métiers qui vont arriver. Donc oui, clairement, comme tu l'as dit, ça doit être ça, plus de la moitié des métiers qui seront là dans 10 ans n'existent pas encore en fait. C'est effrayant à la fois excitant. Ouais. Donc, pour conclure, peut-être que tu peux avoir un petit conseil à donner à un étudiant qui nous regarderait aujourd'hui vis-à-vis de ses études, vis-à-vis de comment je me prépare justement à ce monde qui est en changement et comment je vais pouvoir trouver ma place au final vu qu'elle n'a peut-être pas encore été créée. Quel conseil tu donnerais? Alors je ne vais pas dire arrêtez vos études, arrêtez votre métier. Au contraire, les études c'est bien, mais c'est une petite partie en fait de ce qui va vous concerner plus tard. C'est-à-dire dans le sens où même potentiellement pour moi les vraies études, le vrai apprentissage arrive après les études. Peut-être que voilà, seulement 10% de ce que va vous arriver plus tard, de votre expertise, de potentiellement de votre activité dans 10 ans, 20 ans, est ce que vous avez vu durant vos études. Alors on le sait, il y a certains métiers, il y a même les études, ça ne sert pas à grand chose. Il y en a d'autres, oui, effectivement, ça c'est sûr qu'un médecin, on ne va pas dire que les études ça ne sert à rien. Mais renseignez-vous toujours, même si vous avez un métier qui est très carré ou même qui est du pur salariat, ayez un réflexe d'entrepreneur dans le sens, allez chercher tout le temps l'innovation, allez chercher comment pourrait disparaître mon métier. Alors c'est un peu d'abord... Ou évoluer peut-être. Ouais voilà, ça peut être
d'abord que purement au niveau de l'individu, c'est-à-dire on pense qu'à soi au début, ce qui est normal, mon métier va disparaître, qu'est-ce que je fais? Mais même au niveau macroéconomie, au niveau de la géopolitique, comment ça va être mis en place pour le monde de demain, parce que ça va très très vite. Et je pourrais même donner une dernière statistique que j'avais donnée à un de mes événements qui est juste extraordinaire, ça avait beaucoup parlé. Est-ce que tu sais combien de temps il faut pour doubler le savoir de l'humanité aujourd'hui? On est à partir de 2020. Alors désolé, ça vient de couper. François est en train de me demander combien de temps il faut pour que la connaissance, le savoir de l'homme double. Alors moi j'ai dit 20 ans, j'étais très loin du compte, donc je te laisse nous annoncer. Oui, 20 ans, c'était en 1945 à peu près. Où là, effectivement, il fallait à peu près 20-25 ans pour que ça double. Au niveau des années 2000, on a quantifié que ça mettait à peu près 12 mois, une année complète pour doubler le savoir de l'humanité. Et aujourd'hui, donc ça a été confirmé à partir de 2020, il faut 12 heures. Donc 12 heures, grâce à tout ce qui a été mis en place par l'être humain, mais ce qui n'a pas encore été développé énormément, c'est-à-dire intelligence artificielle, blockchain, on vient d'en parler, robotique, deep learning, où là encore, voilà, c'est des machines qui réfléchissent à des choses pour lesquelles elles n'ont pas été programmées. Donc là, on part sur des nouveaux paradigmes, on part sur un nouveau système, des innovations qui sont vraiment disruptives. Et donc oui, 12 heures pour doubler le savoir de l'humanité, ça veut dire que déjà, il n'y a pas que la connaissance pour la connaissance, ce qui était le cas avant Internet, où juste le fait d'avoir la connaissance, ça suffisait. Aujourd'hui, il y a la connaissance et l'adaptabilité, c'est-à-dire le simple fait que ça va évoluer, il faut s'adapter. C'est peut-être on va dire une réflexion ou un système qui sera plus darwinien pour le coup, où il n'y aura que ceux qui s'adaptent bien et ceux qui s'adaptent vite, qui vont pouvoir pas survivre, mais qui vont pouvoir bien vivre et mieux vivre. Donc oui, pour répondre à la question, si vous êtes étudiant ou même pas forcément, mais vous voulez diriger vers quelque chose, réfléchissez bien vers où ça va, vers quoi on peut améliorer et s'adapter, et comment on fait en fait pour tout simplement s'adapter à ce nouveau monde en fait. Ça rejoint un petit peu le concept de société de la connaissance. Oui, société de la connaissance, mais rien que le fait déjà de se renseigner, de se tenir au courant, ça fera une différence par rapport aux autres. Mais même derrière, il faut impacter, il ne faut pas juste renseigner, il faut passer à l'action et faire en sorte de bien s'adapter. Ce n'est pas tout d'avoir la connaissance, c'est le passage à l'action. Le fait d'implémenter la connaissance, c'est bien plus important que la connaissance en tant que telle. Super, super. Je te remercie François de m'avoir accueilli à Montpellier. Grand plaisir. Je vous mettrai le lien du blog à François, de sa chaîne YouTube et de son site. Alors moi j'ai eu le plaisir d'écrire un chapitre dans ton livre. C'est vrai, tu es dans les remerciements. Donc je te remercie. Et voilà, vous aurez tout ça dans le lien, juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à bientôt et merci François. Ciao, ciao.